Je souhaiterais vous présenter les personnes qui se joindront à moi aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je vais d'abord me présenter moi-même, Marcel De Graaf, député européen du Forum pour la démocratie. À mes côtés, Joachim Kues, également député européen de l'AfD. Willem Engel, non seulement diplômé en sciences pharmaceutiques, mais surtout un défenseur des droits de l'homme, qui travaille très dur sur les vaccins Corona et les dommages qu'ils nous causent. Et il met tout en œuvre pour que nous restions en sécurité. De mon autre côté, j'ai Vibeke Maniche et Max Schmeling. Ils sont tous les deux auteurs d'un article sur les différences entre les effets des lots de vaccins Corona. Nous appelons ça la dépendance par lot. Max est statisticien, Vibeke est médecin spécialisé, entre autres, dans les vaccins Corona. Je vais commencer, mesdames et messieurs. Le mois dernier, avec Joachim Kues et 6 autres collègues du Parlement européen, j'ai écrit une lettre à l'EMA, l'agence européenne chargée d'autoriser les médicaments sur le marché européen. Et dans cette lettre, nous demandons des éclaircissements sur les nombreux problèmes qui entourent l'arrivée des vaccins. Ces problèmes sont si graves que nous avons demandé à l'EMA de retirer l'autorisation de mise sur le marché. Ce mois-ci, nous avons reçu une réponse de l'EMA à notre lettre et cette réponse contient des faits choquants. Tout d'abord, l'EMA déclare explicitement qu'elle a uniquement et exclusivement autorisé les vaccins Corona sur le marché pour l'immunisation individuelle et absolument pas pour le contrôle de l'infection, et absolument pas pour la prévention ou la réduction de l'infection. Et c'est dévastateur pour les gouvernements qui se sont lancés à fond dans la campagne de vaccination en faisant passer le message que vous le faisiez pour les autres. Rien de tout cela n'est vrai. Non seulement l'EMA n'a pas du tout autorisé les vaccins à prévenir les infections, l'EMA va même plus loin en déclarant dans sa réponse, et je cite, que les rapports d'évaluation de l'EMA sur l'autorisation des vaccins soulignent le manque de données sur la contagiosité. En d'autres termes, les vaccins n'ont pas été conçus pour prévenir les infections, et il n'y a certainement pas de données permettant d'affirmer que les vaccins aident à lutter contre les infections. En fait, l'EMA affirme que l'exposition répétée au virus augmente le risque d'infection même chez les personnes vaccinées. Les campagnes gouvernementales massives visant à vous faire vacciner pour protéger vos parents, vos voisins, les membres les plus faibles de la société, n'étaient pas seulement non autorisées, elles étaient totalement absurdes et ne reposaient pas sur des faits. Mais malheureusement, il y a pire. L'EMA dit que les vaccinations sont uniquement destinées à la protection de l'individu vacciné, et qu'avant de vacciner l'individu, le patient, et je cite à nouveau l'EMA, toutes les informations relatives à la sécurité doivent être soigneusement prises en compte avant d'administrer ou de recommander une vaccination. Vous ne pouviez donc être vacciné qu'après qu'un médecin ait déterminé qu'il était prudent de le faire dans votre cas. Et comme pratiquement aucune personne de moins de 60 ans ne risquait de complications graves à cause du coronavirus, à quelques exceptions près, personne, mais personne de moins de 60 ans n'aurait dû être vacciné. Donc les salles de sport remplies de vaccinateurs étaient totalement contraires à l'usage pour lequel les vaccins étaient autorisés par l'EMA. Et il y a pire. Pour évaluer la sécurité des vaccins, il était essentiel pour l'EMA que les effets secondaires soient correctement enregistrés. Et l'EMA dit à ce sujet, « Nous nous attendons à de nombreux rapports d'effets secondaires survenant pendant ou peu après la vaccination. Cela signifie que les plaintes doivent être signalées précisément dans la période initiale de la vaccination. » Le gouvernement a soutenu sa politique selon laquelle ces plaintes ne devaient précisément pas être signalées dans les 14 jours suivant la vaccination, car le vaccin avait besoin de 10 à 14 jours pour devenir efficace. Toutes les plaintes déposées au cours de cette période ont été précisément attribuées au coronavirus. Il ne s'agit pas seulement d'une fraude, mais d'une mise en danger délibérée de vie humaine. Et je vous rappelle que nous sommes toujours aux prises avec une surmortalité massive supposée inexpliquée.
En bref, cette information de l'EMA est dévastatrice pour la politique de vaccination poursuivie par Rutte et De Jong. Le gouvernement savait que les vaccins ne protégeraient pas contre la propagation du virus, mais il n'a pas partagé cette information avec le public. Au contraire, il a imposé les vaccins à nos concitoyens par des mensonges, a dissimulé les effets secondaires et a ainsi mis en danger la santé de tous ceux qui ont reçu un tel vaccin. Les campagnes de vaccination doivent être arrêtées le plus rapidement possible, car elles ne sont tout simplement pas sûres et ne répondent pas aux exigences fixées par l'EMA. Et le gouvernement et tous les partis politiques qui le soutiennent doivent être tenus responsables de leurs mensonges et de leurs tromperies. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Joachim Kuss. Merci beaucoup, Marcel. Je vous prie de m'excuser pour ma mauvaise prononciation et mon mauvais anglais, mais si j'avais su que je pouvais parler en allemand, je l'aurais fait. Mais maintenant, j'ai un script en anglais, veuillez m'excuser. Il y a tellement de signaux d'alarme dans cette affaire Covid que cela fait presque peine à voir, tant l'enjeu est important pour la santé de nos concitoyens. Beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner à plusieurs reprises contre le Covid sur la base des informations qu'ils ont reçues du gouvernement et des médecins. Ils ont affirmé qu'ils avaient fait un choix éclairé et qu'ils avaient donné leur consentement en toute connaissance de cause. Mais le consentement éclairé n'est possible que si les informations diffusées par les États membres et leurs autorités concernant ces vaccins sont exactes. Lorsque la désinformation est diffusée par les gouvernements de nos États membres, les médecins ne peuvent pas donner de bons conseils, et les gens ne peuvent pas faire un choix éclairé quant à leur volonté d'être vaccinés ou non. L'une des principales considérations des personnes qui décident de se faire vacciner ou non est la possibilité de risques et d'effets secondaires. L'EMA a mentionné dans sa lettre qu'elle s'attendait, je cite, à des cas d'affection survenus au moment de la vaccination ou peu de temps après celle-ci. Fin de citation. Cela signifie que les données sur les événements indésirables ou les effets secondaires dans les 14 jours suivant la vaccination sont de la plus haute importance pour évaluer les risques liés au vaccin. Toutefois, les responsables des États membres ont adopté la politique selon laquelle, s'il faut 10 à 14 jours pour que le vaccin produise des protéines de pointe, les effets indésirables survenant dans les 14 jours suivant la vaccination ne seront pas enregistrés comme étant liés à la vaccination. Statistiquement, ils ont considéré que la personne qui avait reçu le vaccin était non vaccinée au cours de ces 14 premiers jours. C'est un véritable non-sens. Les politiques gouvernementales et les campagnes médiatiques gouvernementales visant à promouvoir les vaccinations Covid ne tiennent donc pas compte des risques et des effets secondaires susceptibles de se produire au cours de ces 14 premiers jours. La plupart des réactions allergiques se produisent dans les 20 minutes à 2 heures qui suivent le contact avec l'allergène. Les effets secondaires des vaccins habituels que nos enfants reçoivent se produisent normalement dans un délai de 1 à 2 jours. Mais ils ont inventé cette histoire de 14 jours pour créer un faux sentiment de sécurité et réduire le nombre d'effets secondaires enregistrés. Et mon sentiment est qu'ils l'ont fait parce qu'ils savaient, d'après les rapports de Pfizer et Moderna, entre autres, que de nombreux et graves effets secondaires se produiraient. Sur quoi se basent alors les politiques gouvernementales ? Comment les médecins peuvent-ils conseiller correctement à leurs patients de se faire vacciner ou non? Comment un citoyen qui envisage de se faire vacciner peut-il évaluer par lui-même la sécurité des vaccins Covid? Comment peut-il y avoir un choix réellement éclairé et donc un consentement valable si cette information cruciale n'est pas partagée? Et pourquoi l'EMA n'est-elle pas intervenue? Comment peut-on maintenir une autorisation de mise sur le marché alors qu'il n'y a pas d'enregistrement précis des risques? Il a également été récemment révélé que l'Institut d'enregistrement des effets secondaires aux États-Unis, appelé VAERS, dispose d'une des plus grandes bases de données publiques et d'une autre base de données confidentielle qui n'est accessible qu'à certaines entreprises pharmaceutiques et à certains responsables.
La base de données confidentielle contient des effets secondaires plus nombreux, plus graves et plus détaillés, et la base de données n'est pas accessible au public. C'est évidemment inédit et inacceptable. Par conséquent, le citoyen ordinaire qui n'a accès qu'à la base de données publique n'est pas correctement et pleinement informé des risques et ne peut donc pas se prononcer en toute connaissance de cause sur la vaccination. En Europe, nous disposons d'une base de données similaire appelée Eudra Vigilance. Existe-t-il une version confidentielle et une version publique? Induisent-ils également nos citoyens en erreur? Je ne connais pas les réponses, mais nous devons obtenir une réponse à cette question le plus rapidement possible. La santé de nos concitoyens est en jeu et les prochaines campagnes de rappel Covid ont déjà commencé. Je vous remercie de votre attention. Merci Joachim, et je voudrais donner la parole à Willem Engel. Je vous remercie. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous informer, vous, le public et les représentants, au sujet des graves erreurs et des problèmes de sécurité liés aux injections d'ARNM. Les orateurs précédents vous ont fait part des erreurs politiques mortelles commises par l'EMA et la Commission européenne, qui ont délibérément trompé le public et utilisé la pseudo-science et la fonction publique pour inciter, pousser et même forcer les gens à participer à une expérience incontrôlée et potentiellement mortelle. L'EMA a admis que les informations données au public n'étaient pas suffisantes pour obtenir un consentement éclairé. En outre, l'absence de preuves de contrôle de la transmission dès le départ a fait de la campagne de vaccination pour autrui une escroquerie, une campagne de marketing illégale. Le fait que l'EMA tente de se cacher derrière sa fonction de conseil auprès de la Commission européenne est peu convaincant et indigne d'une agence fondée pour protéger le public européen contre les erreurs médicales et pharmaceutiques. En outre, l'argument selon lequel ce serait un mauvais service rendu aux personnes fragiles et âgées qui sont exposées au risque d'infection par le corona est un faux argument, car l'ensemble de la population a été forcée d'une manière ou d'une autre à participer à cette expérience en conditions réelles. L'EMA et d'autres instituts nationaux ne cessent de répéter que les avantages l'emportent sur les risques, pour chaque cas ou groupe spécifique. Pourtant, nous n'avons vu aucune évaluation ni aucun chiffre. Nous devons supposer qu'il s'agit d'une ligne marketing car elle n'est pas étayée par des faits. La réalité est que nous sommes confrontés à une crise de santé publique en ce moment même, qui n'est pas causée par un virus, mais par ces injections d'ARNM. Des milliers de personnes ont été blessées et ne peuvent plus vivre normalement parce qu'elles ont été forcées de participer à une expérience potentiellement mortelle. Ignorer notre histoire est une violation du droit international que nous avons soulevé. Et avec nous, des instituts nationaux comme la Commission pour les modifications génétiques, la COGEM. Dans leur rapport, ils soutiennent que l'exemption prévue par la directive 2020-1043 devrait être annulée car il ne peut être dans l'intérêt du public de passer outre les études sur l'impact environnemental et la santé humaine due aux organismes génétiquement modifiés qui ont été utilisés pour produire les injections d'ARNM. Pour être très clair, l'ARNM n'est pas humain et fait partie des OGM. En outre, les récentes publications sur la contamination de l'ADN plasmique dans ces liquides d'injection d'ARNM prouvent sans aucun doute que nous avons affaire à un produit OGM, indépendamment des tentatives de redéfinition du terme OGM, à la suite d'une décision de justice de l'UE de 2018. Toute innovation contenant ou dérivant de l'utilisation de techniques de génie génétique doit être considérée comme un OGM et soumise au même système d'approbation réglementaire. L'intégration du code génétique bactérien ou viral dans le génome humain a été associée à un risque plus élevé de cancer. Nous ne savons pas si ce sera le cas. Mais nous aurions dû le savoir. Plus précisément, l'EMA aurait dû le savoir avant de donner un avis positif. L'interaction avec le microbiome est un autre sujet de préoccupation. Chaque personne est porteuse d'une bi-intégration de gènes résistantes aux antibiotiques. Certaines couches bactériennes ou fongiques pourraient devenir un risque pour la santé. On a tenté de classer ces injections dans la catégorie des vaccins, une tentative qui se poursuit encore aujourd'hui. Dans le règlement 2009-120, la ligne est mal interprétée. La thérapie génique n'inclut pas les vaccins contre les maladies infectieuses. Elle doit être lue comme s'excluant mutuellement. Les deux composantes essentielles d'un vaccin sont une immunité durable
également appelée immunité active, par opposition à l'immunité passive dérivée des thérapies par anticorps. Deuxièmement, un vaccin doit contenir un antigène. Aucune des injections d'ARNM ne contient d'antigène. En recourant à la redéfinition, à l'omission et à la distorsion, un groupe d'experts désignés a tenté de contourner les réglementations garantissant la sécurité de la thérapie génique en modifiant silencieusement la classification et les conditions de mise sur le marché de ces injections d'ARNM. Dans les directives 2019-5 et 2021-756, les mots corona et séquences codantes ont été ajoutés aux conditions après l'octroi des autorisations de mise sur le marché initial, ce qui fait de ces autorisations une preuve de fraude. L'EMA, dans sa réponse, est bien consciente de ce qui s'est passé, mais a tenté d'éluder les questions relatives à la légitimité de la demande de mise sur le marché, en déclarant qu'il s'agissait d'une question politique et qu'elle devait être abordée avec la Commission européenne. Soyez assurés que nous le ferons. Nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les injections d'ARNM n'auront pas été retirées du marché. Toutes les victimes seront reconnues et les responsables du plus grand scandale de l'histoire de la médecine devront rendre des comptes. Merci de votre attention. Merci Willem pour votre formidable contribution. Et je voudrais maintenant donner la parole à Vibeke Maniche. Vous avez la parole. Merci de nous accueillir. Je reconnais qu'il s'agit d'une crise de santé publique dans laquelle nous sommes plongés. Je suis l'un des 3 scientifiques à l'origine de l'étude sur les questions de dépendance et de sécurité des lots. Et Max en parlera dans une minute. Mais ce que nous avons démontré, pour faire court, c'est qu'il y avait et qu'il y a toujours 3 types d'effets secondaires. À la fois les effets secondaires les moins graves, les effets secondaires plus graves, ainsi que la mort, que Max montrera aussi dans une minute. Ce qui montre que dès le début, les lots qui ont été donnés étaient ce que l'on appelle les mauvais lots. En fait, en cours de route, ils ont changé. Que ce soit Pfizer qui ait changé le produit, que ce soit le transport, l'administrateur, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que les patients ou les personnes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées qui ont eu ces effets secondaires n'ont pas été informés du risque. Ils n'avaient pas les bénéfices. Vous n'aviez pas le rapport bénéfice-risque. Et certains ont reçu de très mauvais lots. C'est ce que nous savons grâce à notre étude. Et cela me rappelle ce que la vice-présidente de Pfizer a dit à un moment donné. Elle a dit qu'ils construisaient l'avion en vol. Pour moi, c'est manifestement ce qui s'est passé, étant donné que nous avons montré que l'une des ailes était tombée. Je me suis alors dit, si vous avez un problème de sécurité, pourquoi ne pas vous en occuper? Pourquoi ne pas retirer les lots? Pourquoi ne communiquez-vous pas au public? Ce que l'EMA et toutes les institutions nationales similaires n'ont pas fait. Ce que notre étude montre également, c'est qu'il existe un problème de sécurité, mais aussi que l'EMA et les institutions nationales auraient dû informer le public. Parce que Pfizer avait déjà fait cela en août 2021. Il a en effet informé l'EMA de l'existence d'un problème de sécurité. Ils ont informé l'EMA que certains lots, que nous appelons les lots bleus, présentaient beaucoup plus d'effets secondaires que d'autres lots. Nous venons de reproduire nos données en Suède, ce qui nous montre qu'il s'agit d'un problème européen. Ce n'est pas seulement une question danoise, c'est une question européenne. Nous le savons maintenant grâce à la Suède. Et je suis certain que si nous examinions les données du reste de l'Europe, nous constaterions exactement la même tendance. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les effets secondaires à court terme ont été démontrés. Mais nous sommes très intéressés par l'étude des effets secondaires à long terme. Vous avez mentionné le cancer. Existe-t-il un lien entre certains cancers et les différents lots? Y aura-t-il une différence entre la mortalité, toutes causes confondues? Vous avez mentionné, Marcel, la surmortalité. Nous savons, d'après les données, que depuis le 21 mai, c'est comme si la surmortalité s'était littéralement manifestée dans tous les pays européens. Nous avons vu ces graphiques que nous avons faits nous-mêmes.
où nous pouvons voir que la surmortalité est toujours présente. Dans certains endroits, elle diminue peut-être un peu, mais qu'il y a toujours une surmortalité et c'est très variable. Et cela me ramène à ce que j'aurais attendu en tant que citoyenne. Je ne suis pas politicienne, je suis juste médecin. J'aurais attendu de l'EMA qu'elle réagisse à ces données, avant même la publication des données en avril. J'aurais espéré qu'elle se rende compte du problème de sécurité, qu'elle voit cela dans la base de données et qu'elle interrompe certaines vaccinations, qu'elle retire au moins ces lots bleus et qu'elle informe la population, les jeunes, les personnes âgées et autres, que nous avons un problème. Pour en revenir à ce qu'a dit la vice-présidente de Pfizer, à savoir qu'il construisait l'avion en vol, je dois dire que l'aile est tombée. Merci. Merci Vibeke. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Max Schmeling, qui est statisticien et qui a effectué tout le traitement des données. Max, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Max Schmeling et je suis le statisticien à l'origine de cette étude pour laquelle Vibeke est le médecin, la compétence médicale à la base de cette étude. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit du résultat, du principal résultat de notre étude. Il montre, à partir des données officielles danoises que nous avons créées pour l'étude, il montre chaque lot et le nombre d'effets indésirables présents dans chaque lot. Vous pouvez voir que sur l'axe Y, l'axe vertical, et sur l'axe horizontal, vous pouvez voir la taille des lots. Je devrais peut-être simplement mentionner qu'un lot est une unité de vaccin qui est produite, remplie dans des flacons, emballée et envoyée dans différents pays. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, certains de ces lots sont très petits, certains d'entre eux sont très importants. Et dans ce cas, si nous supposons que nous voyons un vaccin normal, un très bon vaccin, quelque chose qui a été produit de façon très cohérente, nous verrions une ligne presque parfaite. Une ligne presque parfaite. Si en revanche, nous produisions un vaccin vraiment très mauvais, le pire que nous puissions concevoir, nous ne verrions aucune ligne. Nous ne verrions que des points éparses. Dans ce cas, nous voyons trois, pas une, mais trois lignes. Et elles sont en fait presque parfaites. Le problème, c'est qu'il s'agit manifestement d'un phénomène qui sort complètement de la catégorie de ce que l'on devrait s'attendre à voir dans les données défavorables. Et dans ce cas, il apparaît très clairement que c'est en raison de la nature du produit. Il a été impossible pour les participants, pour les vaccinés, pour les personnes qui ont reçu les vaccins, de donner leur consentement éclairé. Car si vous ne pouvez pas connaître le risque, comment pouvez-vous donner votre consentement éclairé? Comment donner un consentement éclairé? C'est la principale conclusion de cette étude. Mais ce qui est également très troublant, c'est que cela montre un système, une structure dans les données. Des réactions indésirables. Les erreurs de production sont par nature aléatoires. Mais ce cas-ci montre une structure. Nous n'en connaissons pas encore la raison, mais il est évident que nous étudions cette question, comme nous l'avons également mentionné. Mais pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi. La seule chose que nous savons, c'est que cela ne devrait absolument pas être le cas. C'est pourquoi il s'agit d'un signal de sécurité très alarmant, comme cela a été mentionné. Et je voudrais insister à nouveau sur le fait qu'il est absolument impossible de donner un consentement éclairé. Et je pense que j'aimerais m'arrêter là. Très bien, merci. Merci Max. Je pense que vous avez expliqué très clairement qu'il existe trois types de lots différents et que chaque lot présente un risque différent. Et que le lot bleu présente le risque de mortalité le plus élevé. Et personne ne savait à l'avance quel lot il recevrait. Personne ne savait qu'il y avait une différence entre ces lots. Personne ne savait. Mais l'EMA reçoit des échantillons de chaque lot et peut les tester pour voir s'ils sont identiques ou non. Et c'est leur travail, car ils ont pour mission de nous protéger des erreurs commises par les industries pharmaceutiques. Et ils ne l'ont pas fait. C'est donc très inquiétant.
Je vous remercie tous les deux d'avoir été clairs à ce sujet. Et c'est également un point que nous allons aborder dans une deuxième lettre à l'EMA. Soyez-en sûrs. Car la contamination par l'ADN des bactéries présentes dans les vaccins, ainsi que les éléments mentionnés par Joachim, à savoir, existe-t-il deux bases de données et des effets indésirables? Comment se fait-il que l'EMA ne nous ait jamais prévenus? Et comment se fait-il qu'elle ait accepté que les gouvernements fassent campagne pour son utilisation hors AMM? Quelqu'un souhaite-t-il poser une question? Nous avons encore quelques minutes avant de terminer. Oui, je vous en prie. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre contribution à cette conférence de presse. J'ai une question à poser. Dans la lettre d'assignation, l'un des arguments que vous avez avancé concernant la suspension des autorisations de mise sur le marché est que le résumé des caractéristiques du produit de Pfizer et de Moderna est désormais très complet et lisible. Or, une chose est très claire. J'ai vu à la page 4 du document du résumé des caractéristiques du produit qui fait maintenant 574 pages, il est littéralement mentionné, je cite, que certains cas ont nécessité des soins intensifs et que des cas mortels ont été observés. Fin de citation. Et ma question est la suivante. Comment est-il possible que les autorisations de mise sur le marché n'aient pas été suspendues et retirées immédiatement par l'EMA? Puisque Pfizer et Moderna admettent eux-mêmes que le remède est maintenant pire que la maladie. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Je peux vous dire ceci, c'est une question pour l'EMA. L'EMA doit évaluer toutes ces statistiques, la sécurité, puis prendre la décision que nous avons demandée à l'EMA de retirer immédiatement l'autorisation de mise sur le marché à cause de tous ces signaux de personnes mourant de myocardite ou de péricardite, de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque qui meurent sur les terrains de football devant la télévision. Tout cela est lié à ces vaccins. Et c'est ce qui a été occulté, masqué par un mauvais enregistrement. Donc oui, c'est un très bon premier point. Il ne fait que souligner le fait que, même aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique fait des déclarations claires dans ses informations complémentaires, soit 574 pages. Je suis navré, mais ce n'est pas une information accessible à un médecin ou à un patient. Il doit faire une liste très concise, petite et claire des effets secondaires, et la probabilité. Combien et à quelle fréquence cela se produit-il? 1 sur 10 000, par exemple? Si une personne vaccinée sur 10 000 meurt à cause du vaccin, c'est bien pire que de contracter une infection par le virus Covid. Ceci étant dit, je pense que la balle est maintenant dans le camp de l'EMA pour prendre des mesures. Merci. D'autres questions? Aucune? Très bien. Peut-être encore une. Parce que il semble que vous devez avoir un résumé séparé des caractéristiques du produit par booster. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, Monsieur Engel? Oui, il est étrange que nous voyions un seul document pour toutes les variantes qu'ils ont produites. Le raisonnement de l'EMA est qu'il s'agit toujours de la même demande de mise sur le marché. Et c'est un point très préoccupant. Nous constatons que les effets cliniques n'ont duré que 3 semaines. Et pourtant, le rappel XBB.1.5 a obtenu une autorisation de mise sur le marché. Donc, l'EMA ne suit pas vraiment ses propres directives et elle a créé une sorte de faille dans le principe de la vigilance, de la sécurité et de l'enregistrement. Nous avons donc maintenant sur le marché des produits médicaux qui n'ont pas été testés. Très bien. Eh bien désolé, nous devons mettre fin à cette séance. Plus de questions.
Merci à tous d'avoir participé à cette conférence de presse. Nous vous remercions de nous avoir écoutés ou regardés via les réseaux sociaux et nous vous informerons de notre suivi. Merci.